Vous êtes déjà venu à la MECA? Jamais. Super. Bah, effectivement, donc la MECA, l'acronyme, c'est Maison de l'économie créative de la région Nouvelle-Aquitaine. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est une maison dans laquelle il y a de la fabrication artistique qui est en jeu, donc dans tout le secteur. Nous, du coup, on fait SP Théâtre et on a toujours regardé des spectacles de théâtre donc, sur une scène, mais on n'a jamais vu les coulisses, comment ça se passe. On voit les comédiens et c'est tout, et pas tous les régisseurs qu'il y a derrière, ceux qui montent les décors. Tous les métiers derrière, et comme ça aujourd'hui on a pu tous les rencontrer. On a interviewé tous les corps de métier, on leur a demandé comment ça se passait, les études qu'ils avaient fait, comment ils ont fait pour arriver sur le projet. Et du coup on était vraiment avec eux sur leur lieu de travail pendant une création, et ça c'est vraiment superbe. Voilà. On a aussi fait beaucoup d'observations. Ouais. Parce que c'est quand même intéressant aussi d'observer sans forcément poser des questions tout le temps. Delphine, qui est la directrice de la compagnie, la metteuse en scène, fondatrice de cette compagnie, qui est autrice donc, et metteuse en scène de théâtre. C'est avec elle et son équipe artistique qui va se présenter que vous allez travailler aujourd'hui. Je suis Delphine Eke, je suis autrice et metteur en scène et je crée prochainement le spectacle Requiem pour les vivants. Aujourd'hui, j'ai rencontré des élèves du lycée Montesquieu en spécialité théâtre, en première, pour la première fois. Ils sont venus dans ce bâtiment, dans la MECA, en partenariat avec l'OHARA, qui soutient le projet Requiem pour les vivants. Ça a été une journée où on a vraiment décidé d'ouvrir complètement les portes de cette création et de leur offrir un vrai temps d'échange avec chacune et chacun, et d'assister à un bout de notre répétition, à quelques jours de la première. On va apprendre à se connaître. Vous êtes en option théâtre, c'est ça? Spécialité théâtre dans le même lycée. Vous voyez où ça mène. Donc c'est émouvant pour moi de vous rencontrer. On va essayer de répondre à toutes vos questions et puis surtout peut-être de vous inclure dans des phases de recherche. Notre rencontre avec Delphine Eke était très instructive et intéressante. Moi, à la base, je pensais qu'on lui parlerait moins. Là, elle était très disponible. Quand notre professeur nous a dit qu'on allait la voir, j'étais très contente. Et au début, je pensais qu'elle n'allait pas trop nous accorder de temps, vu qu'on nous a dit qu'elle allait être débordée, qu'elle va faire toutes ses répétitions, mais qu'elle a pris du temps pour nous parler, et c'est ça que j'ai énormément aimé. Et toutes les personnes étaient vraiment très disponibles pour nous, pour notre groupe. Et c'était vraiment cool, vraiment sympa. Le but de cette journée, c'était vraiment de s'immerger dans un monde qui nous intéresse et d'en apprendre plus sur le terrain directement. Et c'est clairement ce qui s'est passé et on ne ressort pas indifférent de cette journée. C'est quoi le message ou la chose en fait que vous avez envie qu'on comprenne en première quand on regarde votre spectacle, ou sur laquelle vous avez basé votre spectacle ou votre projet? Requiem pour les vivants, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui sautent depuis les rochers dans les calanques à Marseille, qui est une discipline interdite mais très pratiquée, pas seulement à Marseille, un peu partout dans le monde. Donc l'histoire raconte donc cette bande d'amis qui va malheureusement perdre l'un des leurs, qui va mourir accidentellement en sautant. On va suivre du coup à partir du drame les premiers pas vers l'après, vers pas seulement l'histoire d'une reconstruction, puisqu'il y a aussi le personnage de la mère de ce jeune homme qui est présente dans le spectacle. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plus comment ils vont bâtir une œuvre collective, donc un requiem, qui est un chant sacré, sans trop le savoir, presque malgré eux, comment collectivement ça va devenir comme un rendez-vous, en fait, le deuil et le chagrin, comme un rendez-vous de reconstruction, de réparation et de création. Puisque en fait, c'est ce qui va être le plus important, c'est cette œuvre dont on n'a que les débuts. En fait, on doit comprendre que la suite va être construite plus tard, après le temps de la représentation. Bienvenue à la MECA Scène. Vous êtes donc dans un espace de création. Les artistes arrivent ici. C'est une vraie caisse à outils parce qu'elle est complètement transformable. Donc on peut faire un spectacle ici avec des spectateurs ici, c'est ça? Oui, alors
Il y a une configuration déjà, comme vous le voyez, il y a des banquettes. Il n'y a pas de fauteuil traditionnel comme on peut le voir dans des salles de spectacle traditionnelles. C'est-à-dire qu'ici, on accueille des artistes qui viennent pour créer leur spectacle. Et une fois qu'ils ont abouti à un résultat, ils s'en vont pour faire la première devant un vrai public qui aura payé ses places dans d'autres lieux. Okay. Nous ne sommes pas un théâtre dans lequel on vient pour acheter son billet et venir voir un soir, deux soirs, en matinée, un spectacle fini. Ici, c'est vraiment l'endroit où on crée le spectacle. Il y a une autre chose que je n'ai pas précisée, c'est qu'on permet au public donc extérieur de venir assister à une sortie de résidence. C'est-à-dire que la compagnie de Delphine, par exemple, a passé 2 semaines ici et à l'issue, jeudi prochain, on ouvre sur réservation, c'est totalement gratuit mais sur réservation, la possibilité à n'importe qui de venir assister au travail en l'état, voilà, c'est une étape de travail et de pouvoir donc bénéficier de cette étape de travail. Voilà, donc il faut pouvoir asseoir un minimum de public. Ça a pris combien de temps pour que ça soit mis en place en entier ? Formellement 3 jours, mais comme vous pouvez voir encore, on est encore en train de faire des finitions au plateau. Au fur et à mesure de la création, ça s'affine, il y a beaucoup de tests, d'améliorations. Donc voilà, après il y a toute une partie de conception du décor qui a commencé bien en amont dans des ateliers, dans des vrais ateliers de construction avec un scénographe, des plans et une mise en œuvre voilà, bien plus longue. Donc je l'ai dit que c'était un couloir technique, je vais quand même vous expliquer pourquoi. Puisque donc juste à côté du plateau, donc là on longe le plateau, on a cet espace d'atelier qui est un atelier technique. Et que je vais vous montrer. C'est un espace où on peut finir la construction des décors. Donc tout à l'heure, Loïse vous l'a dit en tant qu'assistante scénographe, c'est vrai que c'est la première fois que le décor a été monté. Parfois il a été démonté, remonté, enfin voilà, c'est des ajustements aussi forcément liés à la création. Et puis parfois il faut trouver des petites astuces de fabrication liées notamment au jeu. Donc le fait que les interprètes doivent sauter, ils ont trouvé des astuces par rapport aux matelas qui sont derrière le décor, enfin bon voilà, des choses comme ça. Moi je m'appelle Jean-Philippe et je suis ici embauché comme régisseur plateau. Voilà. Donc en fait ça concerne beaucoup la manipulation des perches qui sont informatisées. Et là, en l'occurrence, sur ce spectacle, l'adaptation du décor aux besoins de la compagnie et des comédiens. Moi, j'ai une question. Du coup, en fait, les groupes qui viennent pour faire des projets, ils n'ont pas leur propre régisseur et ils utilisent celui de l'établissement ? Ça peut varier en fonction des compagnies et des contrats. Voilà. Là, il y a certaines compagnies qui arrivent en effet avec tous leurs régisseurs, d'autres compagnies qui arrivent avec des équipes beaucoup plus légères et les régisseurs reviennent plus tard. Donc du coup, nous, on est en compensation par rapport à ça. Le temps que le début de la création, tout dépend où ils en sont dans leur processus de création. En général, en début de processus, ils ont des équipes beaucoup plus légères, où il y a surtout la dramaturgie, le metteur en scène, dramaturgie, un régisseur qui va être là pour encadrer, et après, nous, on va venir compléter avec des demandes spécifiques. Et après, plus le projet avance, comme là, c'est-à-dire que quand ils vont partir d'ici, la compagnie Magique Circonstancielle, en fait, ils vont aller du côté de Bayonne, où là, ils vont finir leur création et présenter leur création au public. Donc là, ils sont en fin de processus. Donc là, en effet, en général, les équipes se complètent, sont un peu plus lourdes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le son, la lumière, la vidéo, Jean-Philippe qui est en régie générale et plateau, voilà, qui lui fait l'encadrement technique de leur compagnie. Et voilà, donc ça, c'est voilà, en fonction de l'avancement dans leur processus, voilà, les équipes varient. Donc on passe rapidement au plateau. Merci beaucoup Nico, Jean-Philippe. À tout à l'heure. Donc là, on a accès directement au plateau, comme vous pouvez passer une petite tête si vous voulez. Voilà, là vous voyez un petit peu l'autre vision, finalement le contre-champ du plateau, avec notamment toutes les perches, le cintre dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure. Et on va passer de l'autre côté si vous le souhaitez. Vous voyez notamment voilà, la hauteur de la cage de scène. Voilà, donc là vous êtes au plus proche. Ici, c'est ce que disait Vanessa, c'est que c'est une fosse qui peut être recouverte si on le souhaite. Tout le gradin peut être enlevé.
tout ça est modulable, mais comme ça on est au plus proche du plateau, de tous les cintres, les réglages qui sont faits. Et là vous voyez qu'il y a aujourd'hui, ils sont en train de tester notamment un peu de son, mettre un peu de lumière. Voilà. C'est ce qu'on appelle le service technique. Donc là aujourd'hui, eux se sont organisés, on peut le voir sur le planning, pour qu'en fait tous les matins à peu près, c'est comme ça, en tout cas depuis que j'observe la résidence, pour qu'il puisse y avoir un service technique le matin. Donc après c'est à la demande des uns et des autres. Parfois ça va être plus la vidéo qui va être testée, parfois ça va être plus la musique, le son. Parfois là, on voit qu'ils travaillent les deux en même temps. Finalement ils ont les deux leur casque, voilà, ils travaillent à la fois le son et la lumière, et la vidéo pardon. Et donc la personne qui est au niveau de la table au milieu, c'est le régisseur général donc, de la compagnie. Le chaos, c'est vrai, pleurer sur nos épaules. Le son, est-ce que c'est vous qui l'avez créé, donc les requiem, les chants et tout ça, ou est-ce que vous l'avez pris d'un artiste déjà et vous l'avez inclus dans la pièce? Donc moi j'ai écrit le texte en alexandrin, les parties chantées que je savais qu'elles allaient être chantées, je les ai écrites en alexandrin. Parce que j'écrivais toute seule et que ça tombait à un moment où je ne voyais pas les compositeurs. Donc il y a 2 compositeurs qui travaillent sur ce projet, notamment un qui s'appelle Jérémy Poirier-Quinault, qui est à la fois le chef de chœur, donc il fait répéter les interprètes sur la question du chant, mais qui est aussi celui qui a mis en musique les requiems. Donc j'ai moi écrit en alexandrin et après ça a été mis en musique par Jérémy, et on s'est très vite aperçu que l'alexandrin en fait ça ne marche pas. En français en fait souvent les requiems sont écrits en latin, et en fait les requiems, les chants qu'on a écrits, dès qu'on les écrit en fait en français, le français est une langue très difficile à chanter. Et moi je savais un peu ça, mais j'avais jamais écrit pour la musique, quoi. Donc j'ai tout découvert avec Requiem pour les vivants. Donc j'ai écouté plein de requiem en regardant les paroles, en regardant les partitions, et j'ai essayé de comprendre sur quel mot c'était plus intéressant, quel mot on répète. Par exemple, répéter le mot silence, c'est très beau parce que musicalement, ça permet de faire rentrer 3 autres voix, parce que c'est un mot qu'on peut étirer. Mais par exemple, si on dit je n'ai pas peur, c'est impossible. On entend je n'ai pas peur, si on fait rentrer 3 autres voix sur cette même phrase, on n'est plus capable de l'entendre, la phrase. Donc c'était intéressant pour moi aussi de savoir qu'est-ce que je voulais, la musique, ce que je voulais laisser entendre. C'est-à-dire qu'à la fois on entend la musique, mais on entend aussi ce que dit la musique. Et c'est aussi important que la musicalité et la beauté du chant polyphonique. C'est parfait, on n'entend plus qu'une voix. Okay. Moi, c'est Jérémy Poirier-Quinault. Je suis compositeur sur la pièce qui nous occupe, Requiem pour les vivants. En binôme avec mon ami Sébastien Trouvé, on s'est mis à travailler avec Delphine bien en amont pour pouvoir explorer toutes les facettes de ce qu'on ne savait pas encore, qui serait en fait un recueil de pièces vocales. Au début, on avait d'autres idées, et puis en cherchant, voilà ce sur quoi on arrive, c'est des comédiens, des danseurs, des gens qui ne sont pas forcément acquis à l'art du chant, qu'il va falloir faire chanter en chœur à 4 voix, dans des choses très polyphoniques. Donc il y avait un sacré challenge, à la fois pour moi, pour eux, puisque une fois que je me suis mis à composer, en tout cas les pièces vocales, je ne me suis pas dit, je l'écris pour des comédiens, je voulais des pièces vocales. Donc c'est à eux de s'adapter à la difficulté. Donc on a ce truc-là compliqué. Mon parcours à moi, et qui fait que là je reviens un peu à mes amours d'enfance, c'est que moi j'ai commencé la musique à 6 ou 7 ans, en faisant de la flûte traversière, vers Nancy. Et en arrivant en région parisienne, je suis rentré dans un chœur qui s'appelle la Maîtrise d'art baroque de Versailles, où toutes les semaines on faisait des concerts à la chapelle du château. Donc ça m'a formé au chant choral et surtout au chant baroque. Là-bas, on exhumait des partitions depuis l'intérieur du château, donc des partitions de Lully qui n'avaient jamais été jouées, de Charpentier, de Campra. Et nous, on était un peu les cobayes qui devaient les monter semaine après semaine.
devant un public à chaque fois. Donc je viens de là, moi. Ensuite, j'ai fait des études de musique-études à Versailles, puis à Paris. J'ai obtenu des diplômes en flûte, en composition, etc. etc. Je me suis dédié aussi à la musique électronique à ce moment-là, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Hein, de teuf. J'ai fait beaucoup de teuf, oui, complètement. C'était l'essence de ma vie à 20 ans. Et croyez-le ou non, il y a des endroits où on peut faire se recouper les deux. Donc voilà, mes chevaux de bataille, c'est ça. Et puis je suis donc devenu professeur de chant et surtout chef de chœur par cette occasion-là, notamment à l'époque où j'avais le droit de temps en temps de diriger ce chœur dont je parlais dans la chapelle. Donc des expériences, ça marque. Et ça donne envie de continuer ça. Voilà. Félix, je suis désolé, je vais te demander finalement un seul bécard. Ouais, je m'occupe vraiment avec Jérémy Poirier-Quino, on s'occupe vraiment que de la partie de la composition musicale. Moi du coup je m'occupe de la partie création sonore et diffusion et technique aussi. Du coup je fais aussi le lien entre voilà, les envies artistiques, les propositions de Sébastien et la réalité technique de cette console, des micros, des enceintes et de comment faire sonner tout ça dans le temps des répétitions, comment le préparer, comment le penser par rapport à la dramaturgie du spectacle, par rapport à ce qu'on s'est raconté avec Sébastien et avec Delphine et avec Vito et André à la chorégraphie. Il vous faut quoi comme qualité ou comme savoir-faire? C'est quoi le plus important dans votre métier La patience et la communication. Oui, non, carrément. La curiosité aussi, je crois que c'est quelque chose qui est important quand on veut faire la création. Est-ce que justement dans le spectacle, que ce soit dans ce spectacle ou dans d'autres, vous avez des moments où vous avez plus des difficultés ou des défis à relever ou Je dirais que chaque spectacle est spécifique, c'est-à-dire que la création, le spectacle vivant, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de moment où on va se retrouver en se disant tiens, en fait j'ai déjà vécu ça plusieurs fois, mais en tout cas ça m'est jamais arrivé. Chaque spectacle a son chemin et à chaque fois le travail est différent. L'approche, moi en plus mon approche en général, c'est un peu spécifique parce que là sur ce spectacle je fais pas la création sonore, c'est Félix qui est derrière moi qui s'occupe de la création sonore. Et donc en ce qui concerne vraiment chaque spectacle, là en l'occurrence il y a un vrai travail vocal parce que c'est assez rare aussi que les comédiens, il y a autant de chanteurs sur le plateau qui chantent des morceaux. Donc il y a un travail très spécifique de la voix avec des répétitions vocales. Et puis après il y a tout un autre travail plus spécifique du travail chorégraphique. Et ça c'est la première fois que je le vis comme ça sur ce spectacle. Je m'y attendais pas forcément, mais quand on est entré dans le studio de danse et qu'on les a vus répéter, la danse était, je trouve, assez touchante, même si on voyait qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément spécialisés là-dedans. Et c'était, franchement, un gros coup de cœur que de les regarder, pas forcément les interviews, mais surtout les regarder. Et évidemment, quand on a parlé aux interprètes, on a parlé à 4 interprètes, dont Hugo. Et ça a été hyper enrichissant et très agréable pour nous Nous, on a envie d'être artistes, on a envie de travailler là-dedans. Et c'était très rassurant et très agréable de discuter avec des gens qui avaient la niaque, qui avaient la même passion que nous. Donc c'était vraiment un coup de cœur de leur parler et de partager ça avec eux. Moi, c'est Vito. Je suis italien et je suis chorégraphe et danseur. On a une compagnie qui s'appelle La Botillar. Et du coup, on est les chorégraphes de ce projet. Et donc, moi, je m'appelle Ángel, donc espagnol. Et voilà, co-chorégraphe avec Vito et interprète aussi sur la pièce de Requiem pour le vivant. Moi j'avais une question, c'est comment vous êtes arrivé à travailler avec Delphine sur ce projet? Est-ce que c'est elle qui vous a contacté ou vous la connaissiez déjà avant? Oui. En fait, c'est elle qui s'est approchée de nous. Elle est venue voir nous, nous voir danser donc, sur un spectacle du ballet. Et je pense qu'au départ, elle a aimé un peu l'énergie. Et après, on a fait plusieurs rendez-vous. On a discuté un peu de son projet.
je pense que qu'est-ce qu'il a fait un peu vraiment le là pour aller, c'est vraiment la vision qu'on a pu partager pendant ces rendez-vous. Il avait vu un peu notre physicalité, même si c'était très différent dans la pièce qu'on dansait, en n'étant que des interprètes. Et donc je pense que on a matché beaucoup sur l'univers, quoi. Mais c'est elle qui est venue. Oui, vraiment. Et pour le projet, est-ce qu'elle vous a laissé carte blanche ou elle vous a donné des directives ou pas du tout? C'est au niveau chorégraphique, oui, dans le sens c'est nous qui on invente ces chorégraphies, donc vraiment dans les pas. Quand on parle de chorégraphie, c'est vraiment la mise en place de pas. Après, en sachant que nous, même aux interprètes, on travaille beaucoup avec eux. C'est pas 1, 2, 3, 4, même si des fois ça arrive. Mais on part toujours de qu'est-ce qui nous. Après, c'est la vision du spectacle, c'est le sien. C'est la sienne, donc c'est important. Elle nous a dirigés d'une certaine manière, elle nous a parlé des intentions qu'elle voulait raconter. Oui, oui, donc en fait on arrive, on lui propose. C'est que pour nous, en tout cas, comment on pourrait raconter cet spectacle qu'avec le corps. Et donc on vient en fait nous préparer comme une dramaturgie du corps qui permet en fait de créer un voyage en interne et qui répond en fait à toutes ces étapes, que donc évidemment il y a la voix qui arrive et les textes, mais on a essayé de créer une dramaturgie du corps pour qu'il soit dans une logique, un ensemble en parallèle avec celle de la pièce de Delphine, de Requiem. Vous vous adaptez avec le texte pour que ce soit raccord? Oui, c'est... la même histoire, oui. Donc l'idée justement c'était de faire en sorte que la danse c'était pas un accessoire de la pièce, c'était pas justement ça faisait pas, ça racontait ce que peut-être parfois on n'a pas envie de le dire avec les mots ou alors on veut le fortifier avec le corps. Aussi on utilise le mouvement comme contrepoint de la pièce. Des fois le côté que la danse a d'être abstrait bien en fait à créer quelque chose qui ne va pas aller avec les mots, mais qui va y aller avec ce que les mots disent. Et donc par conséquent, évidemment, ce n'est pas quelque chose de descriptif, c'est plutôt quelque chose qui vient traduire l'émotion, traduire voilà, l'intention. Comment ça s'est passé au début pour la conception de la chorégraphie avec les danseurs? Avec les danseurs. Alors, on a commencé d'abord avec un travail à la table avec Delphine, où en fait on a beaucoup échangé par rapport à ce qu'il fallait faire. Et avec les danseurs, le travail physique, on commence avec des échauffements, avec un travail du corps depuis le premier jour où on s'est rencontrés, parce qu'il fallait bien, il y a 4 interprètes et 4 danseurs, et donc il fallait bien faire vraiment cet échange. Que les interprètes partagent avec les danseurs et que les danseurs partagent leur savoir avec et donc leur mettre en mouvement. Et donc c'est là où nous on est intervenus. Nous on a créé des choses en amont, donc on les a visualisées, on les a imaginées et ensuite on a dû beaucoup de s'adapter à chaque corps pour qu'il soit le plus près de l'émotion ou de ce que la scène doit raconter. On ne pouvait pas venir donner une partition écrite parce que le corps en face, il n'allait pas trouver la solution naturelle de la même façon que nous on la trouve. Et donc on a trouvé vachement intéressant de travailler avec chaque physicalité et comment on pourrait interpréter mon bras, que je vais le faire comme ça, comment on pouvait le ressentir de la même manière et qu'évidemment la modification allait arriver. On a fait beaucoup d'ateliers, on a fait des ateliers avec eux en amont, sachant que voilà, il fallait les mettre aussi dans la matière un peu vis-à-vis de certaines qui ne sont pas leur discipline. Donc on est passé par des ateliers vraiment pas en relation avec le contenu, mais qui pouvaient nous aider à développer le contenu qu'on voulait donner. Et après, on a créé avec eux en fait. Ouais. J'ai trouvé le point de vue des comédiens sur le travail intéressant, mais aussi celui des danseurs qui avaient moins l'habitude de travailler en théâtre. Leur manière de
parler de cette collaboration avec Delphine Eke pour faire la pièce était vraiment très intéressant. Il y avait deux actrices, donc Mathilde et Marie, qui elles ne savaient, elles n'avaient pas appris à danser ni à chanter. Et en fait, du coup, c'était super intéressant de savoir en fait qu'ils prenaient pas que des acteurs qui savent, qui ont la compétence du, je sais pas comment expliquer ça. Oui. Oui, qu'on les entraîne. C'est... Ouais, non, moi je pensais qu'ils prenaient directement des danseurs et des chanteurs, mais là en fait non. Et du coup, c'est les actrices qui doivent s'adapter et qui s'entraînent avec les danseurs et les chanteurs, et je trouve ça super intéressant. Ouais. Donc moi je m'appelle Marie Bunel, je suis comédienne, j'ai fait surtout du cinéma et de la télévision pendant beaucoup d'années. Et ensuite j'ai commencé le théâtre à 30 ans avec Roger Planchon, que vous ne devez pas connaître. Et puis régulièrement je retourne au théâtre, voilà. Et puis là j'en fais un peu plus, donc voilà. Marie, j'aimerais bien savoir si c'est compliqué pour vous de faire du chant, sachant que vous n'en avez jamais fait et surtout que vous êtes avec quelqu'un qui a l'habitude d'en faire. Est-ce que c'est compliqué ? Oui, c'est très compliqué. En fait, c'est même, je pourrais dire, effrayant, voire vertigineux. Mais en fait, ce projet, quand Delphine me l'a proposé, elle a commencé à m'en parler et je lui ai dit, mais Delphine, je danse pas et je chante pas en fait. Mais oui, d'accord. Et petit à petit, je me retrouve avec ça, c'est un peu un challenge. Je ne sais pas si je vais réussir en fait. On essaie, mais voilà, on ne sait pas. Je suis très fragile et c'est un endroit pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce spectacle ? En fait, c'est parce que je veux faire des choses que je ne sais pas faire. J'ai fait beaucoup de films et de télévision. Et à 60 quelques années, on ne nous propose pas des rôles très intéressants, en fait. Et au théâtre, dernièrement, j'ai eu que des rôles magnifiques. Alors, il se trouve que celui-là, particulièrement, c'est difficile parce que c'est des formes que je ne connais pas du tout. Et je crois que c'est ça qui m'excite, c'est-à-dire continuer à apprendre à tout le temps, quoi. Et me déplacer et être dans un endroit fragile. Moi, je m'appelle Léo Antonin Lutinier. Je suis comédien et je chante un peu et j'aime bien bouger mon corps. Vous avez parlé que cette pièce était vraiment un challenge. Est-ce que vous pouvez nous parler des zones un peu floues, d'imprévus, de choses qui peuvent vous faire peur et qui peuvent mal se passer et comment vous pensez pouvoir y remédier ? La peur là, qui commence à émerger, parce qu'on s'approche de la première, c'est l'endurance. Parce que voilà, en fait, il faut en effet jouer, danser, chanter. Et vu les chorégraphies qui se préparent et se répètent, il y a vraiment quelque chose où être essoufflé et devoir chanter un chœur juste après, par exemple, ça, je ne sais pas comment le corps va s'adapter. C'est sûr qu'il va s'adapter et qu'il va trouver les ressources. Mais pour l'instant, vu qu'on a rarement fait des traversées, et ça va se muscler en fait. Voilà, on va muscler cette chose-là de comprendre où est-ce qu'on peut prendre des pauses, où est-ce qu'on peut se reposer, est-ce qu'on peut récupérer pour pouvoir enchaîner et être puissant dans chaque scène, quoi. Donc voilà, ça c'est moi, ce serait ça un peu le doute que j'ai maintenant, quoi, en tout cas. Moi, c'est Claire Lamotte et je suis danseuse de formation. Et j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait du cirque, j'ai fait du théâtre physique, je chante. Je suis aussi musicienne de départ, mais après j'ai choisi la danse. Et j'interprète le rôle de Adèle dans cette pièce. Et je suis arrivée dans la team un petit peu en décalé de tout le monde parce que je crois que Delphine a eu du mal à trouver ce personnage d'Adèle. Elle cherchait quelqu'un qui puisse s'exprimer au plateau, chanter lyrique, avec
quelque chose d'assez solide pour le groupe, parce qu'on n'est pas des chanteurs, mais il fallait quand même quelques éléments solides et puis qui dansent. Et puis, par rebond, elle a entendu parler de moi, on s'est appelé et voilà, ça m'a fait atterrir dans ce projet. Alors moi, je m'appelle Hugo. Je suis le personnage de Jonas dans la pièce, donc celui qui tombe et qui meurt. Très joyeux. Je dors beaucoup, c'est vrai. Non, comment je suis arrivée là non, du coup, je suis danseur de formation aussi comme Claire. Et j'ai rencontré Henri et Vito, du coup, qui sont chorégraphes, au Ballet National de Marseille parce que j'ai été apprenti là-bas pendant 1 an. Donc je les ai rencontrés, ils m'ont dit de venir passer l'audition et j'ai passé l'audition avec Mathilde d'ailleurs, qui a duré 3-4 jours où on a fait du théâtre, du chant, de la danse et voilà. Welcome. Moi, c'est Julien. Du coup, je suis aussi interprète sur le projet et je suis danseur de formation. Moi, c'est mon premier projet, pareil, qui allie un peu ces 3 arts majeurs. Et après, nous, en tant que danseurs, on va dire l'acting, on y est confronté parce qu'on nous demande rarement de juste bouger dans l'espace quand on va sur scène et qu'on est en pleine création d'une pièce chorégraphique. Donc on doit travailler un personnage, on doit y mettre de nous, il y a une reconstruction du caractère du personnage, nous aussi, même si c'est uniquement le mouvement qui va transparaître sur scène. Mais là, du coup, voilà, gros challenge parce que apprentissage de texte, parce qu'il faut vendre le corps pour des fois donner que les mots. Et puis, puis le chant, gros dos. Gros dos, mais trop bien parce que gros kiff, j'aime trop chanter, mais vraiment chez moi, que pour moi. Et là, il y avait un peu un truc une excitation de se dire qu'il y avait l'occasion de le faire d'une autre manière, sur scène, et puis entouré de gens qui savent déjà faire, donc être coaché et pouvoir progresser aussi à travers ce spectacle, sur ce moment. Est-ce que vous pouvez vous représenter et dire votre rôle dans la pièce et comment vous en êtes arrivé là, si possible? Alors moi, du coup, je suis Mathilde Viseux. J'interprète le rôle de Marthe. Et c'est vrai que pour le moment, les personnages, on les définit beaucoup par nous et par ce qui est en train de se créer dans les danses. Et je sais pas trop comment définir mon personnage. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de ses émotions, mais qui contient beaucoup et qui parfois explose, quoi. Voilà. Ah oui, et comment t'en es arrivée dans ce projet? Parce que j'ai fait Parloir avant avec Marie Bunel et Delphine. Et on s'est rencontrés quand je sortais d'école nationale. Voilà. Il a sauté, mais pas comme d'habitude, je sais pas pourquoi. Il s'est légèrement décalé. Et j'ai entendu un bruit sourd, et c'était pas le bruit de son corps avec l'eau, mais avec une surface plus dure. Je le voyais plus, il répondait pas. Il m'a fallu 3 secondes pour réaliser que Jonas ne s'était pas seulement blessé, mais qu'il gisait sur un rocher. Sa tête avait pris cher, on pouvait plus le regarder. Allez, ça suffit, il y avait trop de sang. Et j'ai tenté de lui faire du bouche à bouche, mais j'ai pas vraiment appris à faire ça alors. Alors je me suis juste allongée à côté de lui, en attendant les secours. Donc moi j'essaie au maximum d'engager les mêmes personnes, notamment à la technique, mais c'est pas toujours possible parce que les personnes ne sont pas toujours disponibles. C'est des longs temps de création, donc ça les occupe sur un long temps dans leur année. Et les interprètes, alors c'est pareil, je suis très attachée aussi aux acteurs et aux actrices que j'engage. En général, je tisse un lien fort, même si ce n'est pas forcément des amis, mais quand même regarder des acteurs et des actrices pendant 8 heures par jour, 8 semaines. En fait, ils ne se rendent pas forcément compte d'ailleurs de cette absorption qu'on reçoit à la mise en scène, mais on passe quand même notre vie à les regarder, quoi. Un peu comme des enfants qu'on élève. Il y a un truc, on les porte, on les regarde, on se dit attends, comment je peux l'aider? J'essaye de comprendre aussi ce qui est difficile parfois pour eux, ce qui est impossible, parce qu'on ne saura jamais ce qui se passe pour quelqu'un à l'intérieur. Mais... Donc voilà, par exemple Mathilde et Marie qui jouent, que je vous présenterai tout à l'heure, elles étaient dans mon spectacle précédent. Ouais, et la face, je t'ai pas eu encore. Et tu veux bien l'enlever?
on travaille du coup avec devant. C'est un peu blanc, on pourrait le foncer. Ouais, il y a une solution assez utilisée dans le théâtre qui consiste à foncer les blancs. C'est un bain de teinture qui se fait facilement. Pour vous raconter juste un peu le personnage de Marie, donc c'est un personnage qui s'appelle Hélène et donc qui est la maman d'un des jeunes adultes qui sautent depuis les Calanques à Marseille. Et c'est une architecte. Et Delphine, elle a envie de trouver une silhouette assez chic, assez classique, chic, avec ce personnage. Et moi, j'ai eu envie... le mur du fond de la maison est blanc cassé. Et moi, comme elle est beaucoup dans cette maison, j'ai eu envie de un peu la fondre dans ce décor. D'où le fait que je suis partie sur une silhouette très blanche, comme ce que vous voyez. Et donc là, ce week-end, j'ai fait, du coup, je vous disais, des courses dans le prêt-à-porter. Et j'ai acheté 3 pantalons différents, dont celui qu'elle porte actuellement. J'ai 2 chemises aussi pour l'instant. Et donc, par exemple, là, ce qu'on regarde avec Marie, c'est est-ce que ça nous plaît qu'il y ait 2 types de plans différents. Là, on se disait... Il n'est pas trop grand. Il est un peu blanc, mais dans quel cas on peut reprendre avec des pinces sur le côté. Aussi, comme c'est un tissu rigide de tailleur, quand elle s'assoit, ça fait des plis. C'est ce genre de choses qu'on regarde là. Comme je suis beaucoup assise, on se dit, de profil, ça fait, on dirait que j'ai ou un sexe ou du ventre. Voilà, bon, on regarde tout. Mais du coup, là, il faut qu'on fasse un peu des associations de nos différents pantalons avec nos différentes chemises pour qu'on voit ce qui nous convient le mieux, si ça nous convient, ou s'il faut que je parte en achat, trouver autre chose, etc. etc. Alors, moi, je m'appelle Loïse Boisseigneur. Sur la créa, là, sur les 3 semaines, je fais beaucoup de choses. Alors, j'ai pas dessiné la scénographie, donc le décor. Mais le scénographe qui s'appelle Mathieu est comédien aussi. Il devait partir en tournée, c'était prévu depuis longtemps. Et du coup, c'est moi qui ai fait les plans pour l'envoyer à partir de son dessin de base, pour envoyer à l'atelier de construction. C'est moi qui ai fait le suivi de tout ça avec Jean-Philippe Boquet, qui est le régisseur général de la compagnie, et qui par ailleurs est très bon constructeur. Et du coup, j'ai aussi après réalisé la patine. Donc la patine, c'est le mot qu'on utilise pour dire la peinture, en gros. Donc c'est pas forcément que de la peinture, ça peut être venir érailler du métal pour le faire apparaître. C'est tout ce qui va lui donner un choix esthétique et aider à traduire l'histoire. Parce que quand le métal est neuf ou qu'il est rouillé, ça ne dit pas la même chose d'un décor. Voilà. Et puis moi, en parallèle, j'ai aussi été embauchée pour la créa costume de Requiem. Du coup, qu'est-ce que vous faites particulièrement là? Je suis en train de coudre sur une gaine, sur un caleçon très stretch. Je suis en train de coudre une pochette pour accueillir le micro HF. Voilà. Le plus discrètement possible et le plus confortablement possible pour les danseurs. D'accord. C'est que comme c'est un spectacle de danse, mais que c'est aussi du théâtre, et qu'on joue dans des grandes salles, ils vont être microtés avec un HF. Et que donc un micro HF, ça marche donc avec un petit micro qui vient se caler sur la joue, mais que c'est relié forcément à un boîtier qui est quelque part sur le corps, qui très souvent est là ou là, parfois sur les jambes. Mais nous, comme c'est des danseurs, le seul endroit où on peut le mettre où il n'y a pas d'eau, c'est le bas du ventre, juste en dessous du nombril. Et donc on doit fabriquer des sous-vêtements avec ces pochettes intégrées. Et il y a une double contrainte, c'est qu'ils sautent aussi du toit de la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le décor. Donc à l'atterrissage, il faut que le boîtier soit particulièrement tenu. Et donc on doit fabriquer. Et c'est la seule couture qu'il y a sur ce projet. Moi j'ai une question. Je veux juste poser une question sur la manière dont tous ces esprits créatifs créent ce projet-là en fait, sur la scénographie ou en costume, ou comment est-ce que vous travaillez ensemble en fait? À l'origine du projet de Delphine, il y a le sujet qui est une bande de jeunes amis qui sautent des calanques dans la mer. Du coup, elle voulait une scéno qui puisse permettre le saut, donc un promontoire. Mais à côté de ça, elle voulait aussi pouvoir raconter la relation entre la mère et le fils, qui fait partie de cette bande de jeunes sauteurs-sauteuses. Du coup, on avait besoin d'un espace domestique. C'est plein de choses qui vont se déployer. Bonjour les
les imaginaires. Après, elle veut aussi de la vidéo. Donc, elle veut de la grande vidéo. Elle veut pouvoir raconter des choses en flashback hors vidéo. Donc, ça donne une autre contrainte. Elle va raconter l'eau, la mer. Du coup, on prend un sol brillant, comme le reflet de l'eau. On met un rocher au fond. Mais bon, ça paraît très simple comme ça, mais c'est beaucoup de discussions. C'était un coup de cœur. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils donnaient tous leur opinion par rapport à qu'est-ce qui pourrait paraître mieux, qu'est-ce qui serait mieux par rapport à ça. C'est qu'ils n'avaient pas peur de donner leur opinion et que tout le monde s'écoutait. Personne ne vraiment se coupait la parole, tout le monde prenait les conseils donnés par tout le monde. Et moi, je trouve que c'est super, c'est fantastique. Thomas, c'est possible d'avoir moins de latéraux et être vraiment commencer par une lumière de répète un peu globale qu'on arrive à... Parce qu'en fait, on n'a jamais revu depuis l'aquarium. On veut bien encore un texte en plus ou pas? Oui, bien sûr. Alors Thomas s'occupe de la création lumière, donc c'est lui qui crée vraiment tout l'univers et les tableaux. Et moi, je suis là pour l'aider sur la création. Et ensuite, je vais reprendre la régie lumière sur les dates de tournée. C'est-à-dire qu'après, je me retrouve tout seul pour recréer le travail qu'il a créé, lui, en résidence. Et donc, je dois refaire la même chose en tournée chaque soir dans les différentes salles qu'on va avoir sur la tournée. Donc, le travail du créateur lumière, c'est de s'adapter à l'esthétique du ou de la metteur en scène avec qui on travaille, puis de collaborer avec le scénographe ou la scénographe, les costumes, et d'essayer de trouver un univers esthétique qui soit partagé entre tous ces domaines. Est-ce que vous jouez beaucoup avec les lumières et les couleurs par rapport aux pièces? Et ben encore une fois, ça dépend beaucoup des pièces. Enfin, il y a vraiment des esthétiques et des gestes artistiques qui demandent beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets, beaucoup de choses rapides. Enfin, il y a beaucoup d'esthétique en lumière et au théâtre, mais il y a des pièces où par exemple on peut faire un plan feu, ne pas bouger la lumière pendant 2 heures et c'est très beau. Il y a d'autres spectacles par exemple je pense à la Magie Nouvelle où on va te demander des effets, des faisceaux de lumière extrêmement précis, qui est le plus de noir possible le plateau autour de l'interprète, que d'un coup il disparaît, si ça réapparaît à court, on le refait disparaître, puis d'un coup, il y a tout est un peu possible aussi, selon encore une fois les esthétiques, les projets. Voilà, dans celui-là, par exemple, Delphine, elle cherche vraiment à avoir une temporalité qui se déploie tout au long de la pièce et de, par exemple, pas du tout annoncer une scène avant qu'elle se déroule. Par exemple, si j'ai une table à court au plateau, je ne vais pas l'allumer au moment où les interprètes y vont. Ou si je l'allume comment? Est-ce que je l'allume très lentement pour que le spectateur n'ait pas le sentiment qu'on annonce une scène ou qu'on annonce un espace de jeu? Et donc ça, pareil, ça dépend vraiment des choix esthétiques et de sensibilité. Pour ma part, du coup, moi, c'est le 4e spectacle que je fais avec Delphine. Donc, sa 4e création. Et à chaque fois, c'est une nouvelle équipe. Donc, c'est vrai qu'on rencontre des nouvelles personnes au son, à la lumière. Et du coup, moi, j'apprends toujours parce que on vient de se rencontrer avec Thomas. Et voilà, on partage la même sensibilité. Et c'est toujours intéressant de pouvoir... reprendre le travail de quelqu'un qui est en train de créer toute la lumière du spectacle. Aimer quelque chose, aimer sa pièce, aimer ses acteurs, ou aimer même le message qu'on passe, est-ce que c'est important vraiment à avoir ou Ah oui, ouais, bien sûr. Je pense que bien au-delà du savoir-faire, et ça c'est quelque chose qui se transmet pas, mais c'est un art aussi, je pense, humain, de vouloir monter un projet et inviter des gens dans son imaginaire si on n'aime pas les gens qu'on choisit. Et ça ne veut pas dire qu'on devient amis, ça veut dire qu'on peut devenir amis bien sûr, mais ça veut dire que c'est pas premier. Ce qui est premier, c'est de mettre tout en œuvre. Elle est magnifique cette expression de mettre en œuvre. Mettre en œuvre, c'est se mettre ensemble et faire l'œuvre. Et je pense que ça, c'est pas des belles paroles de dire aimer.
Je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. Je pense qu'il faut y croire et y mettre de l'intensité. Parce que sinon, en fait, on peut douter en permanence. Ce métier est vraiment fait de doutes. On est tout le temps en train de se dire, et la lumière, est-ce que c'est pas trop sombre, est-ce que c'est pas trop éclairé, pourquoi ils se mettent à chanter là, il faudrait retarder le moment où il fait ça. Enfin, on est tout le temps en train de chercher l'endroit d'équilibre. Donc je pense que quand on est dans un regard qui va avec, ça rejoint l'idée d'aimer, je pense, mais qui va avec, qui accompagne, qui guide. Moi, je le pense beaucoup comme un métier de guide, la mise en scène. C'est le point de la mer, ouvre les vannes. C'est comme un espace de possible. C'est la conversation qui n'aura jamais lieu. Donc, au contraire, essaye de chercher un endroit d'activité aussi. De se comprendre grâce à. C'est super d'avoir un support vivant pour pouvoir le faire. Enfin, notre la curiosité, c'est ouvre les vannes, pose vraiment la question pourquoi tu dis ça? Ah, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça m'intéresse. Pourquoi tu dis ça? Tu me dis, la possible, il n'a jamais eu ça. De chercher le chemin de la compréhension, de te défendre, de mettre dans le conflit, de te sentir agressé. Ah oui, d'accord. Et moi j'ai une question, comment en fait vous développez le personnage? Est-ce que vous le faites dès que vous avez reçu les textes ou est-ce que vous êtes en discussion avec la metteuse en scène? En fait, dès qu'on reçoit le texte, on commence à rêver. Et le metteur en scène nous donne... Bon, déjà, dans le texte, c'est qu'il y a quand même un aperçu du personnage. On voit ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Après, nous, on se raconte son histoire personnelle, d'où elle vient, pourquoi elle en est là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, c'est quoi son rapport avec son fils, parce que là, c'est vraiment un rapport mère-fils. Et après, Delphine, donc, qui est la metteuse en scène, autrice, nous dit ce qu'elle veut, ce qu'elle voit, etc. Donc c'est vraiment un travail de rêve, en fait, après, comment on la voit. Donc on propose, si vous allez nous voir travailler, on va proposer quelque chose. Et puis elle va dire non, je ne le vois pas comme ça, va plus à droite, à gauche, enfin, je veux dire psychologiquement, pas physiquement, et aussi... plus fort, moins fort, à ce moment-là elle est dure ou elle est douce. Donc voilà, après c'est comme une architecture, on fabrique le rapport, le personnage et puis après on se lance. Personnellement, je voyais déjà le travail d'envers du décor comme quelque chose d'assez colossal. Mais c'est vrai que là, d'être sur le terrain, de vraiment voir comment ça se passe et tout ça, ça concrétise. Et on se rend compte du nombre de gens qui travaillent de façon très sérieuse sur le projet. Donc je dirais que c'est assez motivant parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui sont déterminés à rendre ce projet le meilleur possible. Donc c'est super cool. Alors moi j'étais aussi élève au lycée Option Théâtre à Montesquieu, donc ça a été très émouvant pour moi de repenser à cette période-là, donc les tout débuts de ma rencontre avec le théâtre. Dans les formations de théâtre en général on est quand même confronté qu'à son corps de métier, donc si on est actrice par exemple, on traverse le plateau, on joue les scènes, on a rarement l'occasion d'apprendre à l'école ce que ça fait d'éclairer une scène, d'être dans le même temps de recherche en fait, de plateau quand on est en régie et de regarder la scène et de s'y confronter. Moi j'aurais adoré, j'aurais trouvé que c'était formidable et que ça puisse faire partie de ma formation. Je ne peux pas le regretter a posteriori, mais je le remarque maintenant que j'ai pu ouvrir les portes de la création de Requiem pour les vivants. Quand je suis venu ici, j'avais vraiment envie de découvrir les métiers qui m'intéressent, dans lesquels je veux travailler, ou justement les découvrir pour voir si j'aime vraiment ça ou pas. Et à travers les interventions auxquelles on a assisté, à travers les interviews qu'on a données, etc., je pense que vraiment on a découvert une autre facette des métiers. Les intervenants nous ont rassurés sur des peurs qu'on pouvait avoir, etc. Et je repars d'ici avec vraiment un sentiment positif et plus de gaieté pour mon avenir. La promesse a été tenue, quoi. C'était intéressant. Bon, alors je crois que la journée touche à sa fin. Donc déjà, pour commencer, je voulais vous remercier, toutes et tous. C'est nous qui vous remercions. Et d'avoir été aussi dans notre coulisse le temps de cette visite, le temps de cet échange, de cette rencontre avec le projet Requiem pour les vivants. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Et c'était vraiment super.
Qu'est-ce que vous avez retenu? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué? On a eu l'intervention de, comme on l'a dit tout à l'heure quand on s'est fait interviewer, de plein de professionnels dans des métiers que nous on aimerait faire, qui nous ont guidés, etc., qui nous ont rassurés sur des doutes, etc. Ouais. Ça vraiment, ça nous a beaucoup soulagés, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui avaient pas mal de doutes et qui repartent de la journée rassurés. Ok. C'est réconfortant. Réconfortant. Ils sont très rassurants parce que en fait, ils nous ont dit de nous accrocher et de continuer si vraiment la passion elle nous animait, et on est plusieurs dans ce groupe à avoir cette passion-là, et forcément avec tous les noms qu'on se prend des adultes, c'est hyper réconfortant et rassurant de se dire c'est possible, il y a des gens qui y croient. Donc ça nous réconforte, ça nous réconcilie avec nos rêves et ce qu'on veut.